Vous connaissez une mine d'or en Afrique qui appartient aux pays africains? À part l'Afrique du Sud, ça n'existe pas. Oui, C'est toujours, oui. ce sont Ce que vous toujours des dites, compagnies. impossible d'avoir de l'électricité dans les villages africains alors que l'uranium du Niger fait tourner les centrales nucléaires occidentales. À plein régime. Ouais. Oui. Et puis derrière les villages de Niamey, on allume de la bougie. Oui. Quand vous allez dans les îles du Saloum, l'électricité n'est pas permanente. Et donc tout ça, franchement, si votre uranium permet d'alimenter les centrales nucléaires occidentales, vous pouvez au moins négocier une centrale nucléaire pour l'Afrique de l'Ouest. C'est un minimum. Oui. Oui. C'est quand même pas éthique, même pour les gens qui utilisent cet uranium pour s'éclairer, pour avoir leur eau chaude, pour pouvoir cuisiner. Quand on sait que les villages juste à côté de l'endroit d'où vient cet uranium, ces villages-là ne peuvent même pas avoir l'électricité. Comment peut-on servir de réserve aux autres alors que la gamelle est vide en Afrique? En Afrique, oui. Oui, c'est ça qui... j'ai parlé une fois du chocolat ivoirien, on peut le dire du café éthiopien. Donc, vous savez, le paquet de café, il est hors de prix chez moi. Dans les supermarchés au Sénégal, le café, il est hors de prix. C'est un café qui vient d'Afrique. Le cacao, le chocolat qui est vendu en Afrique, on ajoute de l'huile pour fluidifier, pour économiser. Tout simplement parce qu'il est hors de prix. Mais honnêtement, transformer juste le chocolat et faire des tablettes de chocolat en Afrique, c'est quand même à notre portée. Oui. Pourquoi on ne le fait pas? Oui. Donc l'Afrique ne souffre pas d'un manque de ressources. L'Afrique souffre du défaut de transformation. Il faudrait consommer local, transformer et valoriser les produits de manière locale. Oui, il y a une autre phrase, Fatou Diom Nassif, la profondeur de l'Atlantique empêche-t-elle la beauté des vagues? Et je pense évidemment à tous ces pauvres qui finissent au fond de l'eau, dont vous dites, hein, pratiquement en nourriture aux poissons. Oui, ce sont des jeunes qui sont là comme un festin pour les requins. Donc, à un moment donné, il faut leur dire, ce rêve d'Eldorado, ça me déprime, hein, parce que moi, j'en parle depuis tellement longtemps. Oui, les jeunes voient l'Europe comme l'Eldorado, mais c'est pas vrai. Qu'est-ce qui fait la richesse de l'Europe? C'est d'avoir aussi pu transformer ces produits locaux. On va me dire la colonisation. Oui, oui, je le sais. Il y a la colonisation. Oui, oui. Tout ça a fait des réserves. Mais aujourd'hui, utilisons l'exemple de l'Europe, sa manière d'utiliser ses propres ressources, sa manière de valoriser, de transformer. Essayons de l'appliquer nous aussi. Voilà, ça n'empêche pas d'apprendre l'histoire, mais ça permet d'apprendre du quotidien. Maintenant, tout de suite là, hic et nunc, utilisons ces techniques-là pour valoriser nos produits en Afrique et puis faire de la richesse et donner du travail à ces jeunes-là qui se jettent dans la Méditerranée et dans l'Atlantique. Oui, le ventre de l'Atlantique, justement, c'était le titre d'un livre absolument incroyable. Vous aviez publié un bouquin qui s'appelait Marianne porte plainte. Oui. Vous auriez presque envie, là, on est à un peu plus d'un an d'une élection présidentielle en France, dont on dit d'ailleurs que Marine Le Pen, peut-être, pourrait gagner. Oui. Vous avez envie d'écrire à nouveau Marianne porte plainte? Marianne reportera plainte si on trahit son idéal de fraternité, d'égalité, de paix. Oui. Et donc, vous savez, on peut enfoncer les portes ouvertes tout le temps qu'il faudra. Parce que tout le temps qu'il y aura les mêmes bêtises, il faudra les dénoncer. Marianne portera plainte à chaque fois que ses valeurs seront trahies. Et Marianne portera plainte à chaque fois que nous aurons l'impression que la politique nous ment ou ne défend pas ce qui nous ferait rêver et ce qui pourrait nous rassembler. Qu'est-ce qui pour vous, en ce moment, dans la politique française, ment? Qu'est-ce qui vous énerve particulièrement? Le sort des réfugiés. Oui. Oui, le sort des réfugiés. Et c'est pas que la France d'ailleurs, hein, c'est tous les pays européens. À part la Merkel qui fait un peu exception, puisque quand même elle a eu un courage incroyable quand elle a accueilli des milliers de réfugiés. Et beaucoup de pays africains font des discours grandiloquents. On nous parle des droits de l'homme, ils donnent des leçons à l'Afrique et je me demande comment ils se regardent dans la glace. Donc on est là à toujours donner des leçons aux pays du tiers-monde tout en ne faisant pas mieux. Donc c'est pas parce que la demeure est plus jolie que sa morale est garantie. Donc en fait la demeure elle est riche, elle est très jolie et ça la rend encore plus égoïste. Le sort des réfugiés, des migrants, il est indigne. On ne peut pas signer la Convention de Genève qui protège les réfugiés et les traiter comme ça, comme des bêtes de foire qu'on ne peut pas loger, qu'on ne peut pas nourrir. Demander l'asile, c'est chercher un peu de dignité humaine.
Oui. Voilà. Et quand on est négligé, cette dignité-là, on n'y accède pas. Et si Marine Le Pen, contre qui vous aviez écrit ce livre, gagne l'élection présidentielle, devient présidente de la République, que faites-vous, Fatou Diome? Vous avez remarqué, je ne dis jamais son nom. Oui. Donc on m'avait dit si j'avais peur d'une dame, d'une certaine dame, j'ai pas peur d'elle. Et moi, je connais une marine marchande, la marine marchande de haine. Oui. Et ces bateaux-là, je ne veux pas les voir accoster en France. Donc voilà, et je pense qu'elle ne peut pas gagner si la France est fidèle à son idéal, si la France se respecte vraiment, elle va militer, elle va se lever. Si elle gagne quand même. Si elle gagne, je resterai pour combattre, c'est ça la démocratie. C'est même ça la beauté de la démocratie. C'est-à-dire que je ne suis pas d'accord avec vous, mais vous avez le droit d'exprimer vos idées, et alors moi, je serrerai bien ma ceinture pour me mettre debout et défendre mes idées. Et je sais que dans la France actuelle, je ne serai pas seule. Parce que les Français qui défendent les valeurs de la France, mais les belles valeurs, ce pays en est rempli. Simplement, ils sont silencieux. Donc je dirais, comme j'avais dit une fois dans un entretien, il est temps que les beaux esprits reprennent la main. Alors levez-vous et montrez que les lumières ne sont pas éteintes. Oui, parce que vous dites au fond, c'est pas ça la France. Pour vous, c'est quoi la France? Moi, la France qui prône la haine et le rejet de l'autre, ce n'est pas ma France. Vous comprenez? Et en fait, c'est même... c'est drôle de le dire parce que si c'était ça la France, je ne serais pas venue. Donc moi, la France que je respecte, c'est de la poésie, c'est de l'humanisme, c'est de l'ouverture d'esprit. C'est la culture ouverte sur le monde. Et je ne demande pas à la France d'accueillir la planète entière. Je lui demande d'être en échange, en dialogue, en relation avec l'autre, pas dans le rejet. Donc on peut être en relation avec les gens sans pour autant qu'ils occupent votre salon, hein. Mais c'est un échange, c'est un partage, c'est une manière d'être ensemble. C'est une fraternité. Oui. Cette fraternité, vous n'avez pas l'impression qu'elle est malade en France, qu'il y a des tensions aujourd'hui, que tout ça peut être remis en question? Je ne dirais pas qu'elle est malade. C'est qu'en fait, on entend les malades. C'est pas la fraternité qui est malade. Ce sont les gens qui en ont une vision malade que nous entendons.